le diamètre, l'évolutivité. On dit souvent aux jeunes de connaître leur ABCDE. Et pour un aspect plutôt thérapeutique, Clark a défini des niveaux qui consistent à classer le mélanome par rapport à l'atteinte des différents tissus selon qu'on est au niveau de l'épiderme jusqu'à l'hypoderme. Ce qui donne 5 niveaux. Ces niveaux sont relativement superposables avec l'indice de Breslow, qui est la mesure entre la partie la plus élevée du mélanome au niveau épidermique granuleux jusqu'au niveau de l'hypoderme, la cellule la plus éloignée. Ceci est superposable au niveau de Clark et ça se mesure en millimètres, permettant de considérer un indice qui est très pronostique, ce qui fait que pour les mélanomes inférieurs à 0,5 mm, l'indice de Breslow inférieur à 0,5 mm, on peut avoir une survie à 96%, ceci tombe à 44% pour les indices de Breslow, c'est-à-dire les mesures en millimètres supérieures à 4 mm. Donc ceci, c'était des rappels pour camper un peu la situation parce que c'est intéressant quand même de voir pourquoi les traitements ont avancé. Et le but, c'est d'arrêter quand même la prolifération locale. On parle de cancer, hein? On ne dit pas guérir une lésion dont on sait qu'on ne la maîtrise pas réellement. Mais c'est aussi de prévenir les récidives, mais également d'entraîner des rémissions les plus durables possibles des lésions métastatiques, mais surtout de conserver le pronostic fonctionnel et mieux et esthétique. Nous verrons son intérêt en thérapeutique. Et ceci utilise un ensemble de moyens qui sont des topiques antimitotiques ou non, des rétinoïdes, des anti-inflammatoires, une immunothérapie non spécifique, une immunothérapie spécifique, une chimiothérapie systémique pour les lésions métastatiques, des thérapies ciblées, la chirurgie qui est la pierre angulaire du traitement des cancers solides quand même, la radiothérapie entraîne un contrôle locorégional très important et de nombreux traitements physiques qu'on verra très utiles, notamment dans les lésions précancéreuses. Ces traitements physiques sont la cryothérapie, je pense que de plus en plus c'est connu, même si ce n'est pas disponible dans nos cabinets, le curetage, l'électrochirurgie, les destructions par l'arrêt, la thérapie photodynamique qui utilise de la lumière et peut-être des sensibilisants crémeuses. Et les traitements sont très efficaces. Le problème que ça pose, c'est que à partir, dès que la lésion n'est plus précancéreuse, donc il y a un niveau d'invasion relativement important, on n'a pas de notion de marge quand on utilise ce type de traitement. Donc ils seront utilisés surtout au maximum dans le carcinome basocellulaire. Maintenant, pour la maladie locale, on utilisera en général l'interféron qui est utile dans la quasi-totalité des cancers cutanés parce qu'il a un rôle antiprolifératif, un rôle immunomodulateur. On utilisera l'imiquimod aussi qui est également utilisé dans la quasi-totalité des lésions cancéreuses de la peau, le moins délabrant possible, et d'utiliser, si on a utilisé des lambeaux, ce sera des lambeaux de petite taille. La radiothérapie, elle est utile aujourd'hui en situation adjuvante, en situation néo-adjuvante, parfois en situation exclusive. Par exemple, ce patient a reçu 66 grès en 33 séances pour un carcinome épidermoïde du cuir chevelu. La rémission en post-radiothérapie immédiate. Et à 3 mois, il y avait déjà plus de lésions. Je n'ai pas pu avoir décroché les images chez le docteur Dien. On n'a pas eu besoin d'opération qui était inopérable de toute façon. Donc, la radiothérapie peut traiter quand il y a une mutation ou non est meilleure que de ne rien faire. Parlant des anti-PD1 qui étaient les autres molécules aujourd'hui ciblées, qui cible l'interaction PD1-PDL1, qui entraîne ce qu'on a dit à l'inhibition du lymphocyte T. Le Pembro entraîne, ces courbes sont assez parlantes par rapport à la survie globale. Aujourd'hui, on a 40% des patients qui sont vivants à 30-33 mois pour le Pembro. Et pour le nivolumab, on a des patients du même ordre qui sont vivants, 40% à peu près, à 42 mois. Ce qui est différent des profils qu'on avait. Et lorsqu'on compare le nivolumab par rapport au DTCN qui existe au Sénégal, c'est une chimiothérapie, on voit quand même que par rapport à la survie, le nivolumab est très supérieur à la chimiothérapie seule. Et le pembrolizumab est supérieur à l'ipilimab, donc il y a une classification parmi ces exclusives, ne serait-ce que dans un cas que le praticien a un problème. Donc, c'est les thérapies systémiques, la chimiothérapie, l'immunothérapie, la radiothérapie des métastases. Quelles sont les différentes stratégies? Pour le carcinome basocellulaire, on insistera sur un traitement local. Pour les carcinomes épidermoïdes, on insistera sur les sels de platine, les antimétabolites, les taxanes qui sont les nouvelles drogues en cas d'échappement thérapeutique.
Et les protocoles les plus fréquemment utilisés sont les protocoles à base de sel de platine et les protocoles à base associés à de la 5-fluorouracile systémique et à de la docétaxel. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est des protocoles qui sont très toxiques. Il y a une grande hématotoxicité. Le cisplatine a une grande toxicité néphrologique assez importante. Et le docétaxel aussi a une myélotoxicité, une toxicité cardiaque importante. Mais quand on met sur une balance un traitement systémique versus toxicité, il y a une grande discussion à mettre en place. Les effets secondaires, comme on l'a dit, sont nombreuses. On utilise également dans les cas où il y a de l'échappement thérapeutique, notamment après une chimiothérapie sur un carcinome épidermoïde métastatique, du cetuximab. Les preuves sont de plus en plus faites. Ce n'est pas aussi efficace que dans les carcinomes pulmonaires, dans les cancers colorectaux, mais on arrive à avoir des rémissions intéressantes. Les effets secondaires des thérapies ciblées sont nombreuses et sont de plus en plus connus. On en parlera tout à l'heure dans l'immunothérapie des cancers, mais elles sont de plus en plus, mais toujours difficilement gérées. Qu'en est-il du mélanome? La survie globale de cette maladie est celle-ci. 20% des patientes vivront à 1 an, ce qui est une situation catastrophique si on prend en compte tous les patients. Quand le mélanome est de stade local, la chirurgie elle est prépondérante. C'est une chirurgie de diagnostic. La question s'est posée de savoir est-ce que les dermatologues doivent faire une exérèse de mélanome? Je pense que oui, les dermatologues surveillent des névus et connaissent les règles de l'APCDE. Donc, lorsque c'est perturbé et qu'on peut au cabinet faire l'exérèse d'une petite lésion en tenant compte des marges, en respectant les différents indices, si on envoie cette pièce en anapathe, je pense qu'on peut réellement le faire. Et je pense que dans un contexte multidisciplinaire, on peut savoir quand est-ce qu'on passe la main ou pas, ou bien quand est-ce qu'on... Mais il est conseillé d'avoir derrière soi des oncos avec lesquels on a l'habitude de travailler pour avoir un système de feedback. Donc cette multidisciplinarité qui autorise de faire certains gestes. C'est une chirurgie du subtumoral et des bassins ganglionnaires de drainage. Il faut respecter des marges de sécurité, sachant que lorsque le Breslow est supérieur à 1 mm, là, on a déjà des marges 1 à 2 cm. On s'éloigne de la chirurgie de cabinet pour aller vers la chirurgie du cou à faire dans des conditions chirurgicales. Alors, quelle doit être la gestion des ganglions? Lorsque on en est à ces névus qui viennent d'être transformés et tout, cette biopsie exérèse ne nécessite pas ni une technique de ganglion sentinelle pour voir si les ganglions sont envahis, encore moins un curage ganglionnaire. Mais lorsque les lésions sont relativement importantes, il y a une discussion multidisciplinaire à mettre en place, mais parce que même là, la technique du ganglion sentinelle et même le curage n'ont pas montré leur supériorité. Ce qui fait que dans nos conditions, malheureusement, on fait systématiquement le curage parce que c'est des curages de nécessité. Les malades sont en train de faire des fungus malins métastatiques pour lesquels un geste doit être apporté. Ce qui a peut-être changé un peu, c'est le rôle de l'immunothérapie dans les mélanomes. L'interféron joue un rôle encore important dans la prise en charge des mélanomes. Et il améliore la survie. C'est l'un des rares traitements en dehors aujourd'hui des thérapies ciblées et de la dacarbazine à pouvoir entraîner une légère amélioration de la survie sans récidive, une très légère. Hein. La preuve, cette courbe le montre, on ne peut pas considérer que cette superposition de interféron versus soins de support a apporté quelque chose d'important. Mais c'est mieux que rien parce que l'interféron est encore supérieur aux autres types d'immunothérapie qui sont non spécifiques. Et dans les cas métastatiques, et c'est peut-être là-bas qu'on a plus de problèmes, quand le malade présente un mélanome métastatique, on a tendance à le condamner, à lui donner un nombre de mois à vivre. Et c'est peut-être là-bas que se trouve aujourd'hui le combat et l'actualisation de nos traitements. L'interleukine joue un rôle important.